Bienvenue dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, tabous. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluid, de toute couleur, confession, forme, horizon et de tout âge, notre diversité est une force. Over the Speech est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous parlerons corps et maladie puisque notre sujet est le suivant, je souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Et pour mener à bien cet épisode, je suis ravie d'accueillir notre invitée du jour, Emeline. Bonjour Emeline. Bonjour Capucine. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien malgré ce confinement, je vis plutôt bien, donc ça va et toi ? Ça va aussi, merci. Alors avant toute chose, je tenais à te remercier d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui dans Over the Rainbow. Le syndrome du SOPK est très peu connu dans notre pays alors qu'il touche beaucoup de femmes. D'ailleurs, j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont dit qu'elles pensaient en être atteintes mais qu'elles avaient du mal à obtenir des renseignements clairs. Donc merci à toi de venir témoigner pour raconter ton quotidien avec cette maladie et y sensibiliser nos auditrices et nos auditeurs. Je t'en prie, ça me fait plaisir, surtout si ça peut aider des patientes qui craignent de l'avoir. Je pense que ça peut être très utile. Donc, je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Oui, je peux. Donc, je m'appelle Emeline, j'ai 32 ans. Dans la vie, je suis chef de projet et j'ai plusieurs passions très différentes qui se regroupent pas forcément. Donc, j'aime le cinéma, le théâtre, j'aime la course à pied aussi. J'ai couru 3 marathons, j'aime les animaux, j'ai un petit chat. Et sinon, j'aime comme je sais pas si je peux dire que ce soit une passion, mais je m'intéresse beaucoup aussi à la santé féminine en général et surtout le SOPK, parler du SOPK, ce que je fais de plus en plus depuis un an puisque je suis membre et bénévole pour l'association SOPK. Ok, super. On en reparlera justement après de cette association. Alors, est-ce que tu pourrais commencer donc, par nous expliquer ce que c'est que ce syndrome des ovaires polykystiques ? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, on dit aussi le SOPK quand on veut parler plus couramment, son vrai nom, il a un autre nom, c'est le syndrome de Sten-Leventhal, du nom de la personne qui l'a identifié pour la première fois, donc en 1935, ça fait presque un siècle. C'est dommage parce qu'on en est un peu toujours au même point finalement par rapport au traitement, mais voilà. Première identification en 1935. C'est une pathologie féminine chronique qui touche environ une femme sur 10 et qui est aujourd'hui, c'est la première cause d'infertilité féminine. J'insiste sur le mot infertilité, pas la stérilité, l'infertilité féminine. Il peut malheureusement, dans la majeure partie des cas, non, mais malheureusement, je sais qu'on parle aussi beaucoup de l'endométriose, on peut avoir le SOPK et l'endométriose malheureusement. Donc avec le SOPK vient tout un tas de symptômes bien sympathiques qui vont vraiment être différents d'une patiente à l'autre. En fait, on aime à dire qu'il y a autant de manifestations du SOPK autant qu'il y a de patientes, et donc ça rend le diagnostic tardif et difficile. Alors de moins en moins, j'espère, mais il y a encore beaucoup de patientes qui rencontrent ce qu'on appelle l'errance médicale, c'est-à-dire plusieurs mois, parfois plusieurs années, enfin de moins en moins, mais malheureusement, c'est déjà arrivé entre les premiers symptômes, le moment où ça fait tilt, peut-être que quelque chose fonctionne pas, je vais consulter, et le moment où on pose le diagnostic. Et toi, du coup, quand est-ce que tu as été diagnostiquée avec ces symptômes ? Alors, moi, mon diagnostic remonte, puisque là, comme je t'ai dit, j'ai 32 ans et mon diagnostic, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 17 ans. Donc, 17 ans,
2004-2005, donc ça remonte maintenant. Euh, Moi, j'aime à dire que j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance dans mon diagnostic parce que à une époque où on en parlait encore moins qu'aujourd'hui, j'estime que j'ai été diagnostiquée assez rapidement. En fait, il y a eu plusieurs symptômes qui sont arrivés. Alors, je précise aussi, moi, à 17 ans, je n'avais toujours pas mes règles. Ça, déjà, c'est un retard de mise en route. Enfin, la machine ne démarrait pas, en fait. Il y a, par rapport à tout ça, il y a aussi eu une prise de poids sans raison apparente. Enfin voilà, parce que j'ai mangé comme j'avais toujours mangé, et puis à l'époque je faisais du sport en plus, donc c'est même pas l'arrêt du sport ou quoi. Des symptômes d'hyperandrogénie qui sont arrivés. Bah, d'ailleurs, si tu veux, après on pourra reparler des symptômes en général du SOPK, mais en l'occurrence, moi, c'est des symptômes que j'avais eu. Donc hyperandrogénie, donc moi, à l'époque, ça avait été chute de cheveux et un excès de pilosité, mais d'un seul coup, et d'acné. Donc après, j'ai plus vraiment trop souffert d'acné, mais bon, au moment à cette époque-là, j'en avais eu. Donc d'abord, en fait, donc j'ai eu cette chance, c'est que ma maman, qui est maintenant en retraite, mais qui était infirmière, comme elle travaillait un petit peu dans le domaine médical, et en fait elle-même à cette époque, elle se remettait. Ma maman a eu un cancer du sein, en fait, elle se remettait elle de tout ça, donc je pense qu'elle avait été vraiment sensibilisée à tout ce qui était voilà, hormones et tout ce que ça peut causer finalement. Voilà, elle était un peu en plein dedans. Donc, elle a, bah, on a fait le process habituel, hein, c'est-à-dire d'abord elle m'a emmené voir le médecin généraliste Ouais. pour dire bah voilà, Emeline a pris du poids, d'un seul coup il y a plein de. Et en fait, de manière générale, je dirais que je me sentais pas très bien. Je saurais pas comment t'expliquer, mais il y a ce truc qui précède un diagnostic de SOPK aussi, où ce sentiment, il y a beaucoup de patientes qui le partagent, ton corps t'échappe en fait. Je saurais pas t'expliquer ça en fait, mais c'est très très difficile à expliquer. Tu le sens au fond de toi que quelque chose ne va pas sans savoir. Bah, il y a un truc qui cloche et ton corps t'échappe. Alors on n'a jamais le contrôle sur son corps, mais là vraiment je voyais que c'était pas possible. Donc alors le médecin généraliste n'a absolument rien fait pour moi forcément, hein. Voilà, il m'a prescrit le régime classique, tu sais, une photocopie de régime, voilà. Ma maman m'a aussi emmené voir un diététicien parce que on a toujours mangé plus équilibré, je vais dire. En plus, enfin, on habitait à la campagne, il y avait un potager, mon père faisait pousser les légumes, enfin voilà, rien, mais bon, voilà, quand même, tu te poses des questions. Donc, le diététicien m'a accusé de manger des gâteaux en cachette. Voilà, c'était vraiment, vraiment humiliant. Enfin, je me souviens, il a dit à ma mère une phrase comme, bah, vous savez, parce qu'en plus, bah, tu sais, t'es mineur, donc t'allais encore, alors je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais t'allais encore avec ton parent qui t'accompagnait chez le médecin. Et donc, il a dit, bah, écoutez, votre fille, de toute façon, on le sait très bien, elle et moi, qu'elle grignote en cachette et tout, mais humiliant, quoi, humiliant comme truc, vraiment. Enfin, heureusement, ça a changé. Je pense que de plus en plus de même diététicien, moi je suis beaucoup menthe banane sur Instagram, heureusement, les points de vue changent et maintenant le SOPK c'est reconnu et on sait que voilà, la patiente, si elle prend du poids, c'est pas parce qu'elle a mangé les paquets parce qu'elle a vidé les placards, enfin voilà, heureusement ça change, heureusement. Mais bon, faut remettre dans le contexte en fait, c'était il y a 15 ans. Donc comme elle voyait qu'il y avait un souci, ma maman elle a vraiment insisté pour qu'on fasse tous les examens nécessaires. Donc du coup c'était l'échographie pelvienne pour regarder les ovaires et le bilan sanguin complet avec tous les dosages hormonaux et l'examen aussi sanguin pour le cortisol et bilan anti-thyroïdien complet. Enfin, on a tout fait. Voilà. Comme elle travaille dans un labo, voilà, elle a vraiment pu faire le nécessaire pour que je puisse faire les examens assez rapidement et qui ont qui ont permis de faire le diagnostic. Elle m'a aussi emmené voir un endocrinologue après. Donc voilà, j'ai eu le diagnostic. Finalement, assez vite, je dirais qu'en moins de 6 mois, on m'a posé le mot pour la première fois. On m'a dit, vous avez les ovaires polykystiques. Et en fait, ça s'est arrêté là. En fait, on m'a pas dit qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que ça voulait dire. À l'époque, on m'a juste dit, bah, vous avez des ovaires polykystiques et puis voilà, débrouille-toi avec ça. Donc à l'époque, c'était pas vraiment évident parce qu'en plus, comme je te dis, je faisais du sport, je faisais de la danse et surtout, je faisais de la gymnastique et de la GRS en compétition. Et donc j'ai tout arrêté parce que voilà, en fait mon corps avait, enfin déjà j'étais extrêmement mal dans ma peau. Alors à l'époque j'étais adolescente aussi, donc forcément ça c'est jamais une période facile, mais en plus il y avait tout ça à gérer et donc j'ai arrêté tout ça. Donc ça a eu un impact déjà sur ma vie. Enfin bon, à l'école ça m'a pas trop perturbée, il fallait que je m'accroche parce que j'allais passer le bac, donc mais voilà. Donc je dirais qu'une fois que la situation s'est stabilisée, donc le médecin à l'époque il m'avait mis
sous pilule pour réguler tout ça et ça m'a voilà en premier traitement, je dirais que ça m'a aidé, ça s'est stabilisé, j'ai arrêté de perdre mes cheveux, mon poids s'est stabilisé, j'ai perdu le poids que j'avais pris parce que j'avais vraiment pris beaucoup de poids en très peu de temps. Après j'ai essayé de plus trop y penser et en fait je me disais je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais à l'époque, si j'y pense pas trop, bah, je vais vivre normalement et voilà, en fait. Et tu sais, je suis myope et à l'époque, je me disais vraiment, comme en fait, je savais pas déjà combien de femmes ça touchait, quelles pouvaient être les complications, je savais rien, mais rien du tout. Enfin, à l'époque, il y avait pas de réseau, il y avait pas d'asso, il y avait rien. Et en fait, du coup, c'est vrai que je me disais, bah, je vais le prendre, bah, je compare ça comme ça parce que de même que je suis myope, je me disais, bah, j'ai les ovaires polykystiques, quoi. Je me disais ça. Et en fait, après, bah, voilà, je dirais que j'ai été dans cet état d'esprit-là pendant quelques années parce que c'est aussi que si tout le monde minimise autour de toi la pathologie, tu finis par la minimiser toi aussi. Donc voilà, ça s'est passé comme ça pendant quelques années. Ouais, je vois. Et justement, est-ce que tu avais déjà entendu parler, toi, de cette maladie avant qu'on te la diagnostique? Non, jamais. Non, jamais. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Non, non, jamais. Et puis, mais tu vois, à l'inverse, je pense qu'aujourd'hui, une patiente qui se fait diagnostiquer aujourd'hui, qui a 17 ans, elle peut facilement trouver des infos. Et je sais qu'il y a certaines séries où on en parle, notamment dans This Is Us, la série, il y a un personnage qui a le SOPK aussi. On en parle un petit peu plus facilement. Ou l'actrice Léa Michel de Glee a le SOPK. Enfin, ça va un petit peu mieux. Après, pour tout dire, en fait, moi, après le bac, je suis partie 1 an aux États-Unis pour faire l'équivalent du bac américain parce que je savais pas trop ce que je voulais faire après. Et puis voilà, je voulais apprendre aussi l'anglais. Donc voilà, je suis partie 1 an. C'était un projet que j'avais. Et le diagnostic m'a pas freiné là-dedans. J'ai voulu le faire quand même. Et donc du coup, je suis arrivée dans ma famille d'accueil. Bah, comme j'avais la pilule à prendre, etc. Bah, tu dois expliquer les traitements que tu prends. Donc je dis, bah, j'avais PCOS en anglais. Et alors là-bas, tout le monde connaissait en fait. Hein, et il y avait déjà plus d'actions pour informer les patientes, surtout les jeunes femmes, les adolescentes. On en parlait beaucoup. Et encore aujourd'hui, ils sont vraiment en avance par rapport à tout ça parce qu'il y a vraiment, comme il y a Octobre Rose là-bas, le mois de septembre, en fait, c'est le mois de sensibilisation au SOPK. Mais aux États-Unis, c'est vraiment un truc plus important. Je pense qu'ils ont été sensibilisés plus tôt, peut-être parce qu'ils ont eu des cas bien avant, bien avant nous aussi. En fait, enfin, je sais pas s'il y a une explication à ça ou pas. Je sais pas du tout, mais c'est vrai qu'en France, enfin, personnellement, avant de rencontrer du coup sur Instagram, j'avais jamais entendu parler de ça, alors que pourtant je suis quand même intéressée par toutes les questions de maladies féminines, etc. Et j'avais jamais entendu parler de ça et j'en ai parlé un petit peu autour de moi, mes copines et tout ça. Pareil, jamais entendu parler de ça. L'endométriose, oui, maintenant quand même, on en parle beaucoup plus. Mais alors le syndrome des ovaires polykystiques, vraiment, j'ai l'impression que personne connaît, donc c'est super étonnant. Et je voulais te demander, du coup, donc tu as parlé un petit peu de tes symptômes à toi. Est-ce que, d'une manière générale, tu pourrais dire les symptômes qu'une femme peut avoir? Alors, les symptômes qu'une femme peut rencontrer, bah déjà, ils sont bien sympathiques, hein, puisque bah, je vais te les décrire, et puis surtout, ils sont différents d'une patiente à l'autre. En fait, voilà. Moi, mon expérience du SOPK sera différente d'une autre patiente. Donc, si je devais regrouper un petit peu, synthétiser, il y a en premier lieu tout ce qui est troubles endocriniens, donc de l'hyperandrogénie, donc chute de cheveux, hirsutisme, hein, c'est-à-dire qu'un excès de pilosité allant jusque l'hirsutisme dans certains cas, de l'acné, donc tout ça c'est lié à un déséquilibre hormonal. En fait, il y a un excès de testostérone libre dans le sang par rapport aux hormones femelles dont les taux sont trop bas en fait. On va aussi rencontrer des douleurs pelviennes, règles abondantes ou douloureuses, irrégulières ou pas de règles du tout. Voilà, moi ça a longtemps été mon cas. Après, il y a aussi des problèmes métaboliques, donc perte ou prise de poids, résistance à l'insuline qui peut conduire au diabète. Et il y a aussi tout ce qui est fatigue chronique, migraine, anxiété. Donc en fait, là on est plus sur des problèmes, je dirais, métaboliques. Donc au niveau du diagnostic, il faut associer plusieurs symptômes. Et en fait, il sera confirmé par le fameux bilan sanguin complet et un examen clinique voilà, des ovaires notamment. Enfin, en fait, sur l'échographie des ovaires, tu vas voir qu'ils sont remplis de follicules. Alors, ça s'appelle le syndrome, je précise ça parce que ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, mais les kystes, en fait,
je pense que ça a été appelé comme ça pour simplifier. Ce sont pas des kystes en fait, ce sont des follicules qui n'ont pas achevé leur développement en fait, qui sont restés au stade de petits follicules qui n'ont pas, il n'y a pas eu d'ovulation en fait. Voilà, c'est ça. Et puis ça arrive aussi, il y a des femmes qui ont le SOPK mais qui n'ont pas les kystes, ces follicules, ces kystes sur les ovaires. C'est possible aussi. D'accord, ouais, donc il y a vraiment énormément de nuances, de variations. Donc du coup, d'après ce que tu nous disais, les symptômes, ça peut être plus ou moins prononcé. Il y a certaines femmes, par exemple, qui vont pas avoir certains symptômes. Comment ça se passe? Oui, bah les symptômes, enfin, comme ils diffèrent vraiment d'une patiente à l'autre, en fait, il y a des patientes qui vont vraiment avoir des problèmes de poids, je veux dire, de prise de poids, de difficulté à réguler leur poids. Il y a des patientes qui vont surtout souffrir d'acné. Il y a des patientes qui vont surtout souffrir de chute de cheveux. Il y a des patientes où ce sera juste, voilà, je vais dire une infertilité. Enfin, ça arrive, hein. Il y a des patientes qui découvrent leur SOPK parce que voilà, ça fait 1 an, 2 ans qu'elles essayent d'avoir un bébé et ça ne fonctionne pas. Et sinon, en fait, elles avaient aucun autre symptôme tel que je viens de te décrire qui vont atteindre la pilosité, la chute de cheveux, enfin parce que ça c'est vrai que quand t'es une femme ça t'alerte et du coup tu t'y prêtes attention. Et après ce qui est sournois aussi je trouve avec le SOPK et le diagnostic à poser, c'est que finalement c'est tous des symptômes, si tu veux tu peux les attribuer à autre chose. Bah oui, c'est ça en fait. Mm. Donc c'est aussi ce qui rend le diagnostic difficile parce que enfin mais moi-même j'ai eu un épisode de chute de cheveux vraiment difficile à passer en fait. Euh, Alors c'est intéressant parce que je savais déjà que j'avais, enfin on m'avait déjà dit que j'avais les ovaires polykystiques, mais sur le coup j'ai perdu mes cheveux, c'était en 2012, j'ai pas du tout associé ça au début. Voilà, j'ai eu un bon réflexe, j'ai appelé l'endocrinologue parce que je dis voilà je perds mes cheveux, je pense qu'il y a un souci, faut que je prenne rendez-vous. Donc alors je sais pas comment c'est par chez toi, mais chez nous pour avoir un rendez-vous on est nombreux dans le nord de la France en fait, il y a une dense en population, donc c'est des fois difficile d'avoir un rendez-vous. Donc j'ai eu mon rendez-vous je sais plus, 4 mois après, donc voilà, t'as le temps de perdre tes cheveux en 4 mois. Mais bon, donc du coup, entre-temps, j'étais quand même allée voir le médecin traitant et tout. Enfin, Quand tu parles de perte de cheveux, justement, c'était à quel point c'était impressionnant? Est-ce que c'était vraiment, tu passais la main, tu avais des poignées, tu voyais vraiment que tu avais perdu de l'épaisseur dans tes cheveux? bah, un tiers des cheveux à peu près, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, là, j'avais des trous, enfin, j'ai eu de la chance, c'était repoussé, mais en fait, tu vois, là, j'allais chez le médecin, on me disait, bah, on m'a tout dit. Bah, c'est parce que vous êtes végétarienne, ou c'est l'automne, ou, mais voilà, je disais, j'ai les ovaires polykystiques aussi. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Voilà. Je pense que, et encore, il y a encore une différence entre 2012 et aujourd'hui, vraiment. Il y a encore une amélioration de plus. Maintenant, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, le, les médecins ou même le pharmacien tilterait un petit peu plus vite. Mais en fait, voilà, toutes ces choses-là rendent le diagnostic un peu compliqué. Et toi, du coup, quels sont tes impacts sur ta santé au quotidien? Par exemple, il y a un abonné qui me demandait si c'était douloureux ou là aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe pour toi? Alors, pour moi, comment ça se passe le SOPK? Des douleurs, j'en ai. Il y a des patientes qui en ont énormément. Moi, je dirais que la douleur, voilà, c'est gérable dans mon cas. Pour moi, les conséquences sur ma santé, sur ma vie quotidienne en général, bah, c'est en fait le SOPK, on va dire que les symptômes. Il y a plein de gens enfin, il y a cette croyance que le SOPK s'améliore avec l'âge. Moi, j'ai pas trouvé que ça se soit amélioré. Je dirais que les symptômes ont évolué. Euh, donc voilà, aujourd'hui, moi, je souffre surtout de fatigue chronique, donc c'est un petit peu difficile à gérer dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Euh, Ça représente aussi pas mal de charge mentale parce que tu as une hygiène de vie à maintenir pour, je vais dire, ça j'en parlerai plus tard, mais il y a des petites mesures d'hygiène de vie à prendre pour améliorer les symptômes et soigner son SOPK aussi de manière plus générale. Ah, il y a aussi d'autres, au niveau de la charge mentale, bah, il y a aussi pour les patientes qui essayent d'avoir un bébé, c'est aussi tout ce qui est Oui, pas de traitement, souci. monitorer son cycle et tout, c'est quand même une charge mentale importante. Donc comme je te disais, les symptômes physiques ont évolué avec le temps dans mon cas et on dit que ça bonifie avec le temps, mais ça a plutôt évolué. Après, pour moi, le SOPK, il y a aussi un grand impact en matière de santé mentale. C'est une pathologie qui touche en fait aux critères ou aux signes, je dirais, Ouais. de la féminité. Et enfin, tu sais, quand tu as pris du poids, que tu as des poils qui poussent à des endroits où tu n'es pas supposé avoir des poils, enfin, sur le ventre notamment, ou dans le dos. Il y a des patientes qui malheureusement ont sur le menton, enfin,
Voilà, tu le vois pas parce que pendant qu'on enregistre ce podcast, on est aussi en Oui. vidéo pour pouvoir se voir un petit peu. Donc là, tu ne le vois pas, mais là, les instituts sont fermés depuis maintenant un mois, je pense. Moi, voilà, moi j'ai un peu du duvet, mais vraiment, c'est pas du duvet, du coup, c'est du duvet très foncé au-dessus de la bouche. Là, enfin, tu vois, je suis contente de porter un masque toute la journée parce que ça me permet de cacher ça, parce que vraiment, enfin, rien que ça, c'est un peu gênant. Enfin, voilà, c'est une charge mentale aussi à gérer ça. Tu sais, de bien anticiper, de prendre tous tes rendez-vous. Ouais, c'est ça, de dire, bon, alors là, il va falloir que j'aille chez l'esthéticienne, il va falloir que je fasse ça. Enfin, c'est vraiment, enfin, ça touche plein de secteurs, en fait. Et c'est un coût aussi. L'élimination des poils pour une patiente qui a le SOPK, c'est un coût important, hein, franchement. Après, voilà. Alors d'ailleurs, je parlais aussi de tout ce qui est aussi chute de cheveux. Ça, c'est très très difficile à vivre pour les patientes qui en souffrent. Et ça altère aussi la confiance en soi. Je dirais que l'image de soi et le rapport au corps peut devenir vraiment compliqué quand on a le SOPK et ça peut devenir une source d'anxiété. Et au-delà de ça, comme c'est une pathologie chronique et invisible, ça fait quand même partie des pathologies qui sont un peu minimisées par la société, quoi. Moi, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où on m'a dit bon bah ça va, t'as le SOPK, mais c'est pas grave. Des médecins qui te disent ça. Voilà. Il y a toute cette incompréhension et cette solitude, ça fait partie aussi des conséquences. Et je reviens sur la chute de cheveux juste parce que je voulais. Moi, j'ai écouté un podcast aussi qui m'aide beaucoup à ce niveau-là. Alors, elle n'a pas le SOPK, mais elle souffre d'alopécie androgénétique. Elle s'appelle Emmeline aussi, ça ne s'invente pas, mais avec un I. Et son podcast, c'est Love is in the air, et elle parle de son alopécie androgénétique, du port de perruque, etc. Pour ceux qui nous écoutent, l'alopécie, du coup, c'est le fait de perdre des cheveux vraiment par plaque, en fait. Ça fait des plaques, des trous sur le crâne. Bah, plaque ou diffus, en fait, selon l'alopécie que tu as. Donc, elle, c'est une alopécie androgénétique, donc ça a été plutôt diffus. Et en fait, j'aime bien l'écouter, même si j'ai fait un live d'ailleurs cet été avec elle pour parler un petit peu du lien entre le SOPK, les chutes de cheveux, quelles solutions on peut utiliser quand on a le SOPK. Et j'aime bien, je trouve qu'elle lève beaucoup de tabous là-dessus aussi. Du coup, oui, tu nous parlais de chute de cheveux. T'avais des choses à rajouter là-dessus ou pas? Donc bon, pour moi, c'est l'un des symptômes les plus difficiles à vivre. Enfin, l'épisode où j'ai perdu beaucoup de cheveux, je l'ai vraiment vécu très très mal. Je sortais, enfin, j'allais travailler, mais je sortais plus en fait. Je me suis beaucoup repliée sur moi-même. C'était super difficile parce que, en fait, il y a plein de symptômes que j'arrive à prendre avec dérision. Enfin, notamment, enfin, moi, c'est la pilosité. Je rigole, quoi. Enfin, quand je vois mon papa, il me dit, on fait une compétition, quoi. J'essaye. Faut le prendre comme ça. De toute façon, c'est comme ça. Donc, c'est tout. Après, oui, puis, enfin, j'enrichis les esthéticiennes, moi, ça c'est sûr, mais je fais vivre le métier, hein. Après, mais puis le poids, c'est pareil. Moi, j'ai eu des épisodes de perte et prise de poids, donc je dirais que depuis 3-4 ans, ça s'est stabilisé. J'arrive à prendre du recul par rapport à ça, mais par contre, moi, je sais que la chute de cheveux, quand j'ai des épisodes de chute de cheveux, pour moi, enfin, ça a the best of me, quoi. Tu vois, je peux plus, je suis plus vraiment moi-même parce que ça me mine vraiment et je vois que ça, j'arrive plus à me concentrer sur autre chose. Et puis enfin, je pleure tous les jours quand je me brosse les cheveux. Enfin, c'est toujours souvent des épisodes compliqués, Ouais, les douloureux. chutes de cheveux. Donc, et enfin, pour une femme, je pense que c'est très difficile. Oui, je pense. Est-ce que tu dirais que le SOPK peut avoir des conséquences sur la vie sexuelle? Alors, ça, c'est une question. Enfin, en soi, directement, je pense qu'il y a des patientes, oui, notamment au niveau des douleurs. Après, oui, dans mon cas, pas trop, mais après, je dirais, voilà, après, si tu mets des choses comme tu penses à la fatigue chronique, bah, ça peut jouer à ce niveau-là, forcément. Les traitements, comme tous les traitements hormonaux, peuvent avoir un effet sur la libido aussi. Puis alors, ajoute à ça ce dont je t'ai parlé juste avant, c'est que bah, quand tu as un rapport au corps qui est compliqué, t'es mal dans ta peau, forcément, ça a des conséquences. Après, je dirais que plus généralement, comme toutes les maladies chroniques, ça a des conséquences sur les relations humaines en général, les relations autour de nous, mais surtout les relations amoureuses, parce qu'il faut trouver quelqu'un qui va accepter la pathologie, puisque ça ne se soigne pas, donc on en reparlera peut-être après, mais ça ne se soigne pas, donc de toute façon, ce sera là, et qui sait nous épauler, puisque moi je trouve enfin, que le SOPK, c'est une maladie féminine, mais rapidement, ça va devenir une maladie de couple, en fait. Ouais, d'accord. Faut trouver quelqu'un qui sache
nos épaules. Enfin, moi, pour l'anecdote, quand j'ai rencontré ma copine, je lui ai dit au deuxième rendez-vous, je crois, j'ai dit comme ça, c'est fait en fait. Ouais. Elle a bien réagi, mais voilà, je pense que de manière générale, il faut s'entourer de gens bienveillants, mais surtout dans la vie de couple, c'est super important. Quels tips tu conseillerais de mettre en place au quotidien pour soulager les effets de ce syndrome? Alors, bah déjà, pour moi, la première étape qu'on ne peut pas éviter, c'est d'avoir un suivi médical. Donc, nous, ce qu'on recommande à l'association SOPK, c'est à minima un gynécologue, un endocrinologue, plus des médecines douces si on le souhaite. Bon, ça, c'est à l'appréciation et au goût de chacune. Après, pour moi, il y a un point important, quand on a le SOPK, on devient son premier soignant aussi. En fait, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place dans la vie quotidienne, ça va avoir un effet pas direct parce qu'il faut le temps. En fait, quand on prend vraiment des initiatives pour améliorer son hygiène de vie, changer son hygiène de vie pour que ça s'adapte à la pathologie, on n'a pas des résultats tout de suite. Il faut être un petit peu patient. Mais bon, voilà, quelque chose qui peuvent vraiment aider. Donc, et là encore, de moi et de mon expérience, parce que vraiment, c'est pas la même chose d'une patiente à l'autre. Donc, ce qui aide dans mon cas, donc, c'est de dormir suffisamment. Vraiment, 8 heures de sommeil par nuit. Si on dort suffisamment, les hormones sont plus heureuses, hein, donc déjà ça va un petit peu mieux. Heu, Difficile, mais à essayer de le faire, limiter le stress. Difficile, mais voilà, plus facile à dire qu'à faire et éliminer, les sources de contrariété, vraiment si possible, qui vont nous stresser. Se créer une routine dans la vie quotidienne. Donc des fois, il y a quelques sacrifices à faire, hein. C'est vrai que moi, si on me dit à l'improviste comme ça, ce soir on sort et que c'est pas prévu parce que le lendemain je me lève tôt et voilà, je décline, ça arrive, ça a un petit impact sur la vie sociale, mais voilà, vraiment se créer une routine, ça va vraiment améliorer, parce que ça va améliorer le stress, ça va vraiment nous aider pour plein de choses. Alors j'ai noté aussi, je sais que c'est une phrase un peu dans le flou comme ça, mais faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait. Ça limite aussi beaucoup les contrariétés de faire des choses qui nous plaisent dans la vie. Après, de manière générale, je dirais que tu vois, je pense que je suis sociable et assez dynamique, mais j'ai besoin aussi de moments off, donc de beaucoup de calme, beaucoup de repos. Ensuite, il y a aussi, alors je dis ça avec des pincettes parce que manger équilibré, mais sans que ça devienne une obsession, parce que si ton alimentation devient une source de stress, ça annule complètement les bénéfices. Bah oui, voilà, enfin, et pour moi, quand je dis manger équilibré, je parle pas en plus, je suis vraiment pas pour les régimes parce que je pense que c'est une source de stress immense pour le corps et enfin, psychologiquement. Donc, voilà, je pense qu'on a des canons de beauté qui sont vraiment, il y a une énorme distorsion aussi de la manière dont on se perçoit. Donc, c'est vraiment, pour les femmes en général, c'est une charge mentale très importante. Euh, donc, pour moi, manger équilibré, je veux dire par là une alimentation peu transformée, la plus entière possible. Voilà, pas trop de produits industriels. Après, de manière générale, prendre de bonnes habitudes, trouver ce qui nous convient aussi, et puis malgré tout, ne pas laisser la pathologie prendre le dessus sur nous. Parce qu'on a le SOPK, mais on a aussi beaucoup de couleurs en plus de celle du SOPK, et il faut pas oublier ça. Je trouve que ça, c'est vraiment important. Euh, Après, de manière générale, faire en fonction de soi. Enfin, moi, je sais que ce qui fonctionne pour l'une ne va pas fonctionner pour l'autre. Et moi, je sais que par exemple, tu vois, voilà, je te dis alimentation équilibrée sans que ça devienne une obsession. Il y a des patientes qui ont besoin de perdre du poids parce que, voilà, c'est à cause du SOPK, elles ont pris du poids et elles doivent le perdre, donc elles doivent se peser. Moi, je sais que il n'y a pas de balance à la maison, ça fait des années, je le vis très bien, ça me soulage d'une charge mentale. Aussi faire des recherches aussi pour pouvoir mettre en place ce qui conviendra pour soi. C'est un peu de travail sur le coup, mais c'est vraiment bénéfique sur le long terme. Pareil, faire du sport, mais alors l'activité physique, ça a vraiment des effets bénéfiques sur le SOPK. Que le SOPK soit lié à un surpoids ou non. Et là encore, faire le sport qui nous plaît. Je veux dire, euh, n'allez pas faire du MMA, du boxing, des trucs comme ça, parce qu'il y a je sais quelle influenceuse qui a dit qu'il fallait faire ça. Si ça vous convient pas, si c'est vraiment horrible de le faire, surtout, c'est pas ça. Il faut trouver le sport qui vous plaît, qui va vous rendre heureuse en fait, et qui va être quelque chose qui va être tenable sur le long terme, parce que le SOPK, ça se règle pas en 2 mois. C'est toute la vie, il va falloir s'adapter au SOPK. Donc après, de manière générale, quelque chose qui est assez important là aussi pour toutes les femmes SOPK ou qui ont le SOPK ou non, limiter dans votre environnement les perturbateurs endocriniens. Ça a un effet sur les hormones, mais immense. Notamment, en fait, alors bon, pour moi, j'ai noté cosmétiques, produits ménagers. Euh,
en fait, les perturbateurs endocriniens, pardon, en fait, ce qui passe par notre peau, c'est notre plus grand organe. C'est attention à ce qu'on met dessus parce que c'est absorbé directement. Parce que je vais te citer un exemple, les patientes qui ont du mal, enfin, tu sais, les patientes qui malheureusement font des fausses couches, bon, les femmes de manière générale qui malheureusement font des fausses couches, on leur prescrit de la crème à la progestérone pour maintenir la grossesse, par exemple. Donc, t'imagines quelque chose que tu te mets derrière les genoux ou sur l'intérieur du coude parce que la peau est très fine, ça absorbe directement. Donc, t'imagines, après, tu mets des trucs chimiques comme ça, le corps, il l'absorbe aussi vite. En fait, c'est un exemple que j'aime bien citer parce que, en fait, quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je fasse très, très attention. Et puis de manière, enfin, les sports, après, j'en ai parlé aussi sur mon Instagram, parce que là, je sais qu'en ce moment, on est en confinement, on peut pas faire vraiment du sport comme on veut. Il y a des ressources pour ça aussi. C'est trouver des vidéos, même des séances sans équipement. Voilà, trouver les sports qui vous plaisent. Et puis de manière générale aussi, moi, j'ai noté. Alors déjà, il y a plein d'informations sur le site de l'association pour vous aider à vivre avec votre pathologie, le site de la SOSPOPK. Et aussi, je dirais, très important, accepter de vivre avec la pathologie et de cohabiter avec elle, tout en lui laissant pas trop prendre de place non plus. C'est un équilibre à trouver, une adaptation. Après, je pense qu'il faut aussi conserver des projets, toutes les choses qui sont importantes pour soi. En fait, faut pas se dire que. Enfin, moi, je dis souvent le SOPK, ça pourrit la vie, mais ça veut pas dire qu'on va mener une vie pourrie. Voilà, j'aime bien dire ça parce que voilà, on est là encore, on a le SOPK, mais on a d'autres couleurs aussi. Il faut pas que ça prenne le dessus sur nous. Et puis après, voilà, j'avais noté aussi des choses importantes pour les femmes aussi en général, se détacher des canons de beauté auxquels on est exposé aujourd'hui. C'est extrêmement toxique. Et alors après, on parle beaucoup de body positive. Moi, je parle plutôt de body neutralité parce que je trouve que moins on y pense, mieux on se sent. Enfin, moi, dans mon cas, c'est ça. Et aussi, ça permet d'apprécier son corps pour ce qu'il fait et non pas pour l'apparence qu'il a, en fait. Et ça aide à y penser moins. Et moi, je sais que le sport, ça m'a beaucoup aidé pour ça aussi parce que, bah, comme je t'ai dit, j'aime bien courir. Je fais de la course à pied. J'ai couru 3 marathons et enfin voilà, quand j'ai terminé mes marathons, je dis merci mon corps de me permettre de faire ça, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça qu'il faudrait penser. Que notre corps nous permet de faire beaucoup de choses, donc il faudrait essayer d'arrêter de vouloir le maltraiter pour De avoir. vouloir le modifier aussi, puis Voilà, se dire que c'est juste une enveloppe pour traverser la vie, finalement. exactement. Et est-ce qu'il existe des traitements médicaux pour soigner le SOPK? Bah là, je vais te répondre très rapidement parce que non, en fait. D'accord, au moins c'est rapide, c'est Non, d'accord. bah, définitivement aucun traitement curatif. Alors, tant qu'on n'aura pas identifié la cause du SOPK, je pense qu'on ne pourra pas trouver de traitement curatif. En fait, jusque-là, on traite les symptômes un à un pour soulager la patiente, euh, voilà, par différents médicaments. Je ne pense pas que ce soit nécessaire que je les détaille, mais on va traiter les symptômes un à un et on ne va pas traiter le SOPK lui-même. Voilà. D'accord, OK. Et il y avait une abonnée qui voulait savoir si tu avais déjà consulté un naturopathe pour t'accompagner justement au niveau des méthodes naturelles. Je crois que c'est un petit peu ce que tu disais avant. Au final, c'est c'est plus au niveau de son alimentation et tout ça, faire attention. Donc voilà. Je sais pas si toi, tu as déjà vu un naturopathe précisément ou pas. Alors oui, alors moi j'ai vu un naturopathe, mais pour moi ça n'a pas été hyper convaincant. Peut-être qu'il faut que j'en voie un autre, mais bon, après j'ai consulté pardon, près de chez moi et euh, voilà. Enfin, il m'a rien apporté de plus que ce que je ne savais déjà sur le SOPK. Donc voilà, mais je pense qu'il y a c'est pareil, il y a des naturopathes. Alors c'est pareil, il y a un compte Instagram que j'aime bien qui s'appelle Naturopathe Kelly. Elle parle énormément de santé féminine. Elle a parlé du SOPK aussi. Et c'est drôle parce que je l'ai retrouvée comme ça sur Instagram et en fait on était allés en séjour linguistique ensemble quand on avait 15 ans en fait et C'est drôle. ouais, c'est incroyable. Et donc elle est devenue naturopathe et elle parle beaucoup voilà, d'acné, d'hormones féminines, comment les réguler par l'alimentation, par les compléments, etc. Donc ça c'est un compte que je peux recommander si vous vous posez la question et que ouais, après il y a des compléments qui peuvent fonctionner pour le SOPK. Alors pour les chutes de cheveux, en fait, il y a une plante qui s'appelle la baie de Saval qui va aider en fait à bloquer la dihydrotestostérone qui fait que le cheveu tombe. Donc ça fait partie des choses. J'en avais parlé quand j'avais fait le live avec Alopecia sorority un petit peu. Après, bah, une multivitamine. Moi, typiquement, je prends une multivitamine tous les matins parce que bah, je me dis que ça peut pas faire de mal.
Ça soignera pas mon SOPK, mais bon, si le corps fonctionne bien, déjà, ça aide un petit peu. Après, il y a des choses, les oméga 3, tout ce qui est graines de lin, le zinc, ça aide, voilà, quand on a le SOPK. Moi, je sais que au niveau des compléments, je fais plutôt des cures que de prendre tout le temps beaucoup de compléments. Et alors, en pharmacie aussi, il y a un complément alimentaire qui est sorti, qui a été mis sur le marché il y a 18 mois à peu près, qui s'appelle le Ginositol. C'est de l'inositol et de l'acide folique. Et c'est destiné aux patientes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques et surtout pour une aide. Alors, ça peut aider les patientes en général, mais surtout au moment où les patientes qui cherchent à démarrer une grossesse. Voilà. Moi, je l'ai testé, mais pas assez longtemps pour pouvoir faire un retour, mais je sais qu'il y a pas mal d'intérêt pour ce complément parmi les patientes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques. Ok. Et cette même abonnée, elle se demandait si le SOPK pouvait être lié à une quelconque intolérance au gluten ou au lait, par exemple. Alors dans certains cas, il y a des intolérances, plutôt certains aliments sont inflammatoires. Moi, en ce qui me concerne, j'ai jamais arrêté le gluten ou le lactose, donc je peux pas vraiment témoigner davantage. Par contre, c'est vrai que je te parlais d'alimentation, moi je vois vraiment une différence. Heu, Si voilà, à un moment je me relâche complètement et je mange beaucoup de produits, transformés, pendant une période de temps, bah, je vois tout de suite la différence sur, voilà, mon niveau d'énergie, mon humeur, mes symptômes. Donc voilà, c'est toujours l'histoire des perturbateurs endocriniens, des conservateurs qu'il y a là-dedans aussi. Ou après, moi, ce que je fais aussi, c'est que, par exemple, quand je fais des pâtes, moi, j'essaie vraiment de limiter les pâtes blanches, le pain blanc, plutôt des aliments complets, pâtes complètes, pain complet. Voilà, malheureusement, je suis en couple avec quelqu'un qui sait très bien cuisiner, donc c'est super. Je mange pas trop de produits transformés finalement, donc voilà. Après, je suis végétarienne aussi, mais c'est une conviction personnelle, ça n'a rien à voir avec le SOPK. Donc, Et toujours cette même abonnée qui avait pas mal de questions par rapport à ce syndrome, elle aurait aimé se faire prendre en charge à la Pitié-Salpêtrière et elle se demandait si par hasard tu en avais eu des bons échos ou pas. alors, bon, du coup, moi, je suis dans le nord de la France, hein, vous avez compris, la Pitié-Salpêtrière, c'est à Paris, il me semble, donc oui. Bah, je connais pas trop, donc je sais pas s'il y a de bons échos ou non, en fait, mais je peux interroger après au niveau de l'association, savoir s'il y a une des membres je le ferai, qui a été prise en charge là-bas. Après, je peux te donner un outil, toi, l'abonné qui nous écoute, pour aider à trouver un spécialiste du SOPK près de chez toi. Il y a un site qui s'appelle mapato.com, donc MAPATHO.com. En fait, c'est une base de données qui va aider à trouver des professionnels Enfin, en fait, c'est basé sur les recommandations. Ça va permettre de trouver près de chez soi des professionnels de santé spécialisés sur cette pathologie, ou même là où les patientes ont dit qu'elles avaient reçu un bon accueil par rapport à leurs symptômes et leurs pathologies. Donc voilà, vraiment, je lui conseille d'aller voir là-dessus. Ok, super, bah, ça peut être utile. Est-ce qu'il y a une cause au SOPK? Est-ce que par exemple il y a une prédisposition génétique? Est-ce qu'on sait un petit peu ce qui cause ce syndrome? Alors, la cause vraiment, elle est inconnue et on dirait qu'elle est plutôt multifactorielle. Elle peut être épigénétique et génétique ou liée à l'environnement. En fait, jusque-là, c'est pas vraiment défini. Ouais, Plusieurs femmes dans une même famille peuvent l'avoir, ou avoir aussi si dans la famille il y a d'autres troubles, je dirais, hormonaux. Enfin, voilà, j'ai vu ma maman embêtée par les hormones plus ou moins toute sa vie parce qu'elle supportait pas la pilule, ou enfin voilà, puis tu vois, elle a eu un cancer du sein, donc je sais pas si c'est lié ou non, je l'observe, ça a été observé. Après, le SOPK même, typiquement, une mère peut le transmettre à sa fille. Donc moi, je sais que si un jour j'ai une fille, il y a de grands risques pour qu'elle ait le SOPK. Et il y a aussi une théorie d'exposition in utero aux perturbateurs endocriniens, mais on n'a pas de preuve absolue là-dessus. Donc d'accord. là, pour l'instant, il y a des pistes, mais on n'en connaît pas vraiment la cause. Mm. Ok, ouais, donc on est vraiment un petit peu perdu là-dessus. Il n'y a pas trop d'informations encore. Donc tu nous as dit que tu étais bénévole dans une association pardon, sur le SOPK. Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu? Oui, absolument. Bah, l'association SPOPK, elle a été fondée en novembre 2018. Donc là, elle vient de fêter ses 2 ans par une semaine de live sur Instagram et sur Facebook. Donc c'était très très sympa. Elle a différents objectifs, donc notamment d'accompagner les femmes diagnostiquées, de faire connaître le syndrome et de le faire reconnaître aussi comme maladie à moyen terme en fait, puisque jusque-là ce n'est pas le cas. C'est un syndrome, mais il n'y a pas de reconnaissance vraiment de la pathologie. Donc moi, l'association, je l'ai intégrée il y a un an à peu près, en septembre 2019.
Ce que je fais finalement pour l'association, c'est vraiment de communiquer sur le SOPK, donc à titre personnel comme je le fais aujourd'hui avec toi, mais aussi parfois au nom de l'association, et de relayer, diffuser des informations de manière générale, d'en parler. Donc je l'ai aussi fait moi, enfin c'est le deuxième podcast que j'enregistre pour parler du SOPK avec toi aujourd'hui. J'ai fait des lives sur Instagram. Et puis alors aussi, c'était avant qu'on soit reconfinés, forcément c'était le bon temps, au mois de septembre. En fait, comme en septembre, c'est le mois de sensibilisation au syndrome des ovaires polykystiques, j'ai reçu la présidente de l'association ici chez moi dans ma ville natale, et on a fait une après-midi d'infos et de sensibilisation. C'est très sympa. Puis bon, il y a d'autres projets à venir, à l'avenir, j'espère. Donc après, ça permet aussi de créer de la sororité entre les patientes. Voilà, comme on a des symptômes et des expériences différentes, en fait, on n'a jamais vraiment tout acquis sur le SOPK, et puis ça permet aussi d'en parler autour de soi, en fait. Ouais, et puis voir qu'on n'est pas seul aussi, au final, ça doit faire du bien. Exactement, Et du coup, exactement. pourquoi est-ce que toi, tu as voulu t'engager dans une association? Alors moi, j'ai voulu m'engager dans l'association pour aider les autres patientes et voilà, comme tu dis, leur montrer qu'elles n'étaient pas seules. Parce que quand j'ai été diagnostiquée il y a 15 ans, il y avait, enfin, comme je t'avais dit, il n'y avait pas d'asso, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était vraiment une autre époque. Et il y avait peu de moyens de communiquer là-dessus ou de rencontrer d'autres patientes. Même juste ça, c'était vraiment très compliqué. Et franchement, je me suis vraiment sentie seule avec ce diagnostic. Aucune piste donnée par les médecins, rien du tout. Donc vraiment, je me suis sentie seule. Et puis, je dirais que trouver l'association il y a un an maintenant, c'était un soulagement. La rejoindre, pour moi, c'était vraiment une évidence. Et en parler, c'est vrai qu'il y a c'est un peu un défi aussi de parler de sa pathologie autour de soi. Bah là, ça va, je suis à l'aise, mais les premières fois, c'est pas forcément très simple. Mais aujourd'hui, faire partie de l'association, je dirais, enfin, pour moi, c'est une grande fierté, et aider les autres patientes. Enfin, des fois, j'ai des retours de petits messages sur Instagram ou autre. Enfin, te dire que tu as pu aider quelqu'un d'autre, enfin, aider une autre femme, en fait, pour moi, bah, tu le sais sûrement, puisque toi aussi, voilà, Oui, c'est quand même, c'est le plus beau des cadeaux. Je trouve que oui, c'est vrai. c'est, Je suis d'accord. c'est une grande, enfin voilà, pour moi, en fait, et puis je dirais que ça m'aide moi aussi, parce que du coup, en fait, cette idée de comment dire, toutes les difficultés que tu as connues et que tu as réussi à dépasser, en fait, ça peut faire partie du package pour aider quelqu'un d'autre par la suite. Et voilà. OK. Alors on a une autre abonnée donc qui a le syndrome des ovaires polykystiques. Donc elle dit que pendant plusieurs années, elle a cru qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, et finalement un jour, une autre gynéco lui a dit que c'était pas une cause d'infertilité. Donc en fait, elle a vraiment eu des retours un peu différents partout, donc elle sait pas trop quoi en penser. Donc est-ce que, le SOPK affecte vraiment la fertilité? Alors oui, le SOPK affecte la fertilité. Après, je pense que euh, là, ce qu'elle a vécu, c'est un peu aussi, pour nous, c'est une histoire de vocabulaire. En fait, on a tendance à confondre la fertilité et la stérilité. Le SOPK, ça va causer, dans la plupart des cas, souvent, l'infertilité, mais pas la stérilité. D'accord, donc la stérilité, c'est le fait de pas du tout pouvoir avoir d'enfant. Et toi, de ton côté, est-ce que tu envisages de fonder une famille? Oui, alors bah, moi je suis en couple avec ma compagne depuis de nombreuses années maintenant, et oui, on envisage de fonder une famille, en fait. Alors c'est marrant, c'est quelque chose qui m'inquiétait beaucoup aussi, parce que je pense que voilà, il y a eu il y a ce flou autour de voilà, le SOPK, à quel point ça affecte la fertilité ou non, et ça m'a longtemps inquiétée, en fait, ça aussi. Mais en vieillissant, je suis un peu plus sereine, et puis je vois que dans l'asso, la plupart des filles, elles y arrivent, donc je me dis qu'il n'y a pas de Mmh. raison. Ouais. Et du coup, justement, quelles sont les solutions qui peuvent s'offrir à toi pour fonder une famille? Alors, bah, pour ma compagne et moi, hein, c'est l'insémination, enfin la PMA ou la FIV, quoi, finalement. Donc, bah, d'ailleurs, j'avais écouté ton podcast, le témoignage du couple de femmes qui avaient eu 2 enfants. Donc, bah, ouais, je te remercie, puis je la remercie pour son témoignage, parce que moi, ça m'avait donné beaucoup d'espoir, en fait. Mmh. Bah, très bien, c'était pour ça, donc ça tombe bien. Et comment est-ce que ça se passe pour être, prise en charge avec la PMA? Alors, c'est une excellente question, parce que, alors heureusement, là, avec la loi qui a été votée, enfin, c'est en cours, ça va s'arranger, mais longtemps, il y a une zone grise, puisque, en fait, comme j'ai le SOPK, si j'étais voilà, mariée avec un homme et que je me présentais pour être prise en charge, je serais prise en charge par la sécurité sociale, normalement, je vais dire. Mais comme tu le sais, voilà, les couples de femmes vont en Espagne ou en Belgique, et
Et dans ce cas, en fait, c'est plus pris en charge par la sécurité sociale et c'est une prise en charge, toi, de privée, enfin, je veux dire. Mais, et en sachant aussi que quand tu as une pathologie comme le SOPK, euh, c'est pas une prise en charge comme les autres patientes qui auraient pas de pathologie, qui iraient en Belgique ou en Espagne, en fait. Donc il y a vraiment une zone de flou et bon, là, j'espère que quand nous, ce sera notre tour, ça ira un petit peu mieux à ce niveau-là. Mais là, ça voulait dire quand même jongler entre le médecin qui soigne ton SOPK et enfin, le centre en Belgique ou en Espagne. Enfin bon, nous, on est dans le nord de la France, donc plutôt en Belgique, pour ta FIV ou ta PMA. Enfin, tu vois, il fallait jongler. Et il y avait vraiment aussi une zone grise au niveau de la prise en charge, puisque, en fait, il faut dire un truc, c'est qu'on fait des différences et des exclusions enfin, j'ai l'impression, les gens dans la société de manière générale, mais la maladie n'en fait aucune. Donc, si une femme sur 10 a le SOPK, il y a forcément des femmes LGBTQ+, qui ont le SOPK. C'est une minorité, mais ça existe. Donc, en fait, je pense qu'avant mon orientation amoureuse, c'est la pathologie qui m'a discriminée au niveau de ma fertilité. Donc, ça, faut pas oublier. Mais là, tu vois qu'il y avait une zone grise longtemps et heureusement, c'est en train de changer. Ouais, d'accord. Est-ce que le SOPK fait souffrir plus à certains moments de la vie qu'à d'autres? Bah oui, oui, définitivement. Enfin, il y a eu des moments plus difficiles. Bah, je t'en ai parlé, c'est quand j'ai perdu mes cheveux en 2012. C'était vraiment psychologiquement, c'était super difficile et je m'y attendais pas parce que j'étais tranquille depuis quelques années et c'est revenu, mais vraiment comme un boomerang. Mais en même temps, moi, ça m'a permis de prendre conscience, voilà, qu'au niveau de l'hygiène de vie, il fallait que je prenne des mesures, notamment c'était l'époque où je me suis mise à faire du sport et à revoir un petit peu l'alimentation. Et alors à cette époque-là aussi. J'ai été mise sous un médicament qui s'appelait Androcur et qui a beaucoup fait parler de lui depuis, puisque en fait, il y a eu des cas de patientes qui prenaient Androcur et qui ont. En fait, Androcur, c'est un médicament qui est, comment expliquer, il est prescrit dans plusieurs cas. Donc, les messieurs qui ont un cancer de la prostate, euh, pour les personnes transgenres pendant leur transition, en fait, aussi. Et il a aussi été prescrit pour les patientes qui avaient le SOPK parce qu'il a un effet anti-androgène puissant. Donc, ça aide pour l'acné, les chutes de cheveux, enfin voilà, les excès de pilosité, l'hirsutisme, etc. Mais voilà, il a un peu fait parler de lui, ce médicament, puisqu'il y a des patientes qui le prenaient depuis plusieurs années qui ont développé des méningiomes. Je ne sais plus exactement combien de cas ça représente en France, mais bon, ensuite, je dirais qu'il y a, comment ça s'appelle, l'Agence nationale pour le médicament, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, qui a un peu tiré la sonnette d'alarme et qui a demandé, enfin voilà, fait en sorte que, bah, bien sûr, un monsieur qui a un cancer de la prostate, il va prendre le médicament parce que voilà, un cancer, ça peut être létal. En revanche, le SOPK, ça peut pas être létal, donc il faut bien qu'il puisse y avoir des complications comme enfin malheureusement, si c'est pas pris en charge, ça peut dériver, quoi. Tu vois, ça peut rendre diabétique, comme je te disais au début, ou ça peut donner des complications cardiovasculaires ou cancer de l'ovaire. Enfin, c'est quand même à surveiller. Mais bon, ils ont estimé que le médicament représentait trop de danger, en fait. Donc, il y a eu un moment où. Alors, moi, en fait, je prenais le médicament, on m'avait toujours dit qu'il y avait un risque. Moi, je le supportais très bien, mais comment dire, voilà, j'ai toujours su, on m'a toujours expliqué qu'il y avait un risque et j'avais pris la décision puisque dans la balance bénéfice-risque, voilà, enfin, c'était tellement dur de perdre mes cheveux que voilà, j'avais accepté ça. Mais bon, à un moment, j'ai dû arrêter de le prendre puisqu'ils ont, c'était il y a 2 ans, mon gynéco m'a vraiment dit bon là, vraiment, il va falloir penser à prendre un autre traitement. Ça fait 6 ans que vous prenez le médicament, il va falloir passer à autre chose. Donc, alors j'avais peur de deux choses. Alors déjà, c'est que j'avais peur que mes symptômes reviennent en arrêtant le médicament, mais j'ai un super médecin qui m'a vraiment bien accompagnée sur la transition. Vraiment, il a fait ça progressivement et donc ça s'est plutôt bien passé. Et surtout, en fait, bah, ça fait des complications. Tu te dis, bah voilà, j'ai pris pendant plusieurs années un médicament qui potentiellement était dangereux. Bon, c'est vrai, il y a eu aussi des problèmes avec le levothyrox. Enfin, ça arrive quand tu prends un traitement. Mais du coup, j'ai dû faire une IRM et tout pour vérifier à l'arrêt qu'il n'y avait rien, etc. Donc bon, il n'y avait rien, mais voilà, ça a été difficile aussi bien d'arrêter de le prendre que de faire les examens parce que d'un seul coup, j'ai eu beaucoup d'inquiétudes et je me prépare aussi à ce qu'il y ait d'autres moments difficiles parce que je pense que pour mettre en route une grossesse, ça va sûrement être un petit peu compliqué. Après, aujourd'hui, vraiment, moi, je peux pas me plaindre. Plusieurs années, je suis plutôt tranquille avec ça. D'accord.
Ok. Du coup, il y a pas vraiment de traitement définitif ou il n'y a pas de façon d'anéantir ce syndrome en fait. Non, Et non. du coup, est-ce que ça a un lien avec, enfin, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu vas arrêter d'avoir ce syndrome en étant peut-être beaucoup plus âgé, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu vas garder toute ta vie? Ben, en fait, a priori, enfin, c'est pareil, on se disait que longtemps avec la ménopause, tout ça, ça se calmait, mais a priori avec la ménopause, enfin voilà, il y a encore des symptômes du type syndrome métabolique, diabète, etc., qui peuvent se développer si on a eu le SOPK au moment de la ménopause. Voilà, moi je me suis pas encore penchée davantage. Je te dis ça, c'est ce que j'ai entendu. Je te donne l'information un peu brute. Après, moi je me suis pas vraiment penchée sur la question parce que bon, la ménopause c'est pas tout de suite, donc je t'avoue que je me suis pas inquiétée davantage. Mais D'accord, ça marche. Qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune femme ou toute personne avec des ovaires qui pense souffrir du SOPK? alors, en premier lieu, moi ce que je conseillerais, c'est que si vous avez un doute, surtout ne tardez pas et n'hésitez pas à aller consulter. Parce que si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait, c'est sûrement le cas. Il faut suivre vraiment votre instinct, faites confiance à votre corps. Et puis tardez pas trop parce que le SOPK, plus on le prend en charge tôt, meilleure sera la prise en charge en fait. Plus on le diagnostique tôt, meilleure sera la prise en charge, je veux dire. Donc, comme j'avais indiqué, c'est plutôt un gynéco et endocrino à minima. Et surtout, n'hésitez pas à avoir plusieurs professionnels de santé avant de trouver le bon. Quelqu'un qui vous écoute, avec qui vous êtes à l'aise et surtout en qui vous avez confiance. Parce que c'est vraiment important ça. Enfin, mais genre, vraiment, moi qui ai vu plusieurs médecins depuis 4 ans maintenant, j'en vois un qui est vraiment super. Et ça enlève vraiment, moi j'ai plus à m'inquiéter finalement, enfin comment dire, ça m'enlève de la charge mentale parce que je me sens bien prise en charge en fait, c'est vraiment important aussi. Euh, Si possible, dans votre entourage, bah, essayez de vous entourer de personnes bienveillantes par rapport à ça. Euh, Ça va énormément vous aider en fait, même il y a toujours des gens en fait qui diront que le SOPK c'est rien ou que c'est pas grave, mais au fond de soi on sait que c'est quand même ça peut vraiment être invalidant, donc n'hésitez pas à en parler à vos amis, à les sensibiliser. Euh, Voilà, même juste en parler, en fait, ça fait vraiment du bien. Aussi de vous rapprocher de l'association SPOPK, puisque vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'asso et le compte Instagram de l'asso des ressources, des articles, des témoignages pour vous aider à bien vivre votre SOPK. Également parler avec d'autres patientes. Surtout, ne restez pas seul, en fait, parce que vous n'êtes pas seul. Après, je dirais aussi que un petit conseil plus perso, là, bah, c'est que le diagnostic peut être vraiment difficile à encaisser et il y a toujours une déception en fait quand on te diagnostique. Enfin, une déception, colère, on passe par plusieurs émotions, mais à long terme, on peut vraiment faire une force et ça peut aussi ouvrir d'autres perspectives et d'autres rencontres comme aujourd'hui par exemple. Et toi, du coup, quels sont tes projets pour l'avenir d'une manière un peu plus large? Bah alors j'aime bien faire cette blague, survivre à 2020. Mais bon, là, c'est bientôt fini, donc ça va aller. Ouais. Là, je viens de commencer un nouveau travail, donc réussir la prise de poste. Je dirais continuer à parler du SOPK, ça fait partie de mes projets à long terme. Voyager. Bon, c'est un peu bloqué en ce moment, mais je ne perds pas espoir que dans quelques années, on pourra voyager à nouveau. Et puis surtout, moi, fonder une famille. Bah, je te le souhaite en tout cas. Et toi, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel? Quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui à nos auditrices et nos auditeurs? Alors, derrière mon arc-en-ciel, je vois plein de choses. Mais en même temps, enfin, je trouve que par rapport, bah, quand on parle du SOPK aussi, au moment de mon diagnostic, à toutes les incertitudes que j'ai eues quand j'étais plus jeune, les interrogations, enfin, je dirais que je suis déjà passée un peu de l'autre côté, donc voilà. Après, ce que je vois, pour moi, c'est une reconnaissance du SOPK davantage, toujours plus de personnes informées, une association pour en parler qui grandit et grandit. Et puis vraiment, j'espère que moi, de mon vivant, il y aura un traitement pour le SOPK qui sera découvert. Voilà, j'ai bon espoir. Après, si je devais aussi transmettre un petit message d'espoir, bah, quelle que soit la déception que vous ayez eu à subir dans votre vie, et puis bon, quand on écoute ton podcast, on sait qu'il y en a, voilà, il y a plein de témoignages qui sont super intéressants, enfin enfin moi j'adore, je trouve que c'est des personnes qui ont vraiment une force, c'est pour ça que je suis super contente d'y participer aujourd'hui. Euh, Bah, c'est d'essayer d'utiliser cette déception ou cette colère pour en faire une force, que ce soit le SOPK ou autre, en fait il y aura toujours
une lumière en fait au bout du tunnel en fait. C'est ça en fait que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Et surtout n'hésitez pas à en parler parce que ça peut aider quelqu'un d'autre et votre témoignage peut sortir quelqu'un de l'impasse et de lui redonner de l'espoir en fait. Un jour l'histoire et tout ce que vous avez, votre histoire, tout ce que vous avez dépassé, ça peut devenir vraiment un élément qui va donner de l'espoir à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça aussi que je suis très contente pardon, de venir t'en parler aujourd'hui. Et puis aussi autre chose, c'est que quelle que soit votre pathologie ou votre handicap ou vos difficultés, en fait, la vie c'est pas tous les jours facile, mais vous restez maître de votre destin en fait, toujours. Très bien. Bah, merci pour ces belles paroles. Merci beaucoup, Emeline, d'avoir accepté de prendre la parole sur ce syndrome des ovaires polykystiques. Comme je t'ai dit, je pense vraiment que j'en avais jamais entendu parler avant cette année. J'ai l'impression que les choses avancent bien ces derniers temps pour la considération et la prise en charge de certaines maladies concernant uniquement les femmes, comme l'endométriose par exemple. D'ailleurs, je devrais bientôt accueillir aussi une jeune Nantaise qui nous racontera son expérience sur l'endométriose. Mais avec le SOPK, on se rend compte qu'il existe encore beaucoup de maladies typiquement féminines, si je puis dire, du moins qui ne touchent qu'une moitié de la population et qui, par conséquent, semblent bien moins préoccuper l'intérêt général, malheureusement. J'espère que les prises de conscience sur le syndrome des ovaires polykystiques vont continuer de se faire afin qu'on puisse être mieux renseigné sur le sujet. Aujourd'hui, tu y as grandement participé en prenant la parole dans cet épisode et j'espère qu'il sera écouté par de nombreuses personnes afin de les sensibiliser à la cause. Merci à toi en tout cas de t'être faite aujourd'hui porte-parole de celles et ceux qui souffrent de cette maladie. Je te souhaite une très bonne continuation en espérant que tu puisses réaliser tous tes projets. Merci encore. Merci Capucine. Si vous aussi vous souffrez du syndrome des ovaires polykystiques ou que vous pensez en souffrir, renseignez-vous sur le sujet. Vous pouvez trouver pas mal d'informations, notamment des chiffres clés sur le site inserm.fr. Pour l'instant, il n'existe qu'une seule association en France, SOPK, dont fait partie Emeline. L'association, qui vient donc de fêter ses 2 ans, permet d'accompagner des femmes diagnostiquées du SOPK, de les mettre en contact entre elles et avec des professionnels de santé. Je vous conseille de suivre leur compte Instagram que vous pourrez retrouver dans la description. Malheureusement, il n'existe pas encore de clinique ou d'établissement dédié. Si vous êtes atteinte par le SOPK, il faut donc faire appel à des gynécologues et endocrinologues. Comme nous l'a dit Emeline, si vous voulez avoir un bébé, vous pouvez vous tourner vers des traitements de l'infertilité. J'espère que cet épisode sur le syndrome des ovaires polykystiques vous aura plu et que vous aurez appris beaucoup de choses sur cette maladie. Je vous encourage vivement à la partager autour de vous afin de sensibiliser les femmes de votre entourage. N'oubliez pas d'être à l'écoute de votre corps. La société apprend aux femmes à supporter la douleur et ces injonctions nous font souvent passer à côté de réelles souffrances. La fatigue chronique, des règles irrégulières et douloureuses, des troubles de la pilosité ou encore tout autre symptôme exposé par Emeline peuvent cacher ce syndrome. Écoutez-vous, ayez confiance en votre corps et ce que vous ressentez. Et à toutes celles qui souffrent du SOPK, nous pensons à vous, vous n'êtes pas seules. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overtherainbow@gmail.com. Over the Rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the News pour revoir en images les actus féministes de chaque mois, Over the Facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the World sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parlez à 2 nouvelles personnes après chaque écoute, alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the Rainbow. It ain't